Donc Sébastien, qui est à la fois qui a la vision de l'auteur et du journaliste BD, manga, etc., etc., vis-à-vis de tes lecteurs, vis-à-vis du marché, comment est-ce que ce type de production, tu le perçois aujourd'hui et son avenir? Vaste question. Alors, d'un point de vue, il y a plusieurs aspects dans ta question. D'un point de vue production, mon expérience, et je ne vais me baser que là-dessus, a été probante en termes de production, en termes de rythme, en termes d'apprentissage, en termes de main dans le cambouis, pour dire clairement les choses. La série que j'ai faite, donc, s'appelle Hand Seven, qui est sur le handball, qui est un gros coup de cœur pour ce sport, qui pour le coup, si vous connaissez le palmarès de l'équipe de France, est très identifié et très rattaché à notre pays, même si on l'a fait avant le titre olympique et le dernier titre mondial. Quoi qu'il en soit, par rapport au marché, par rapport à la production, euh, c'est très difficile, de mon point de vue, de s'attaquer à de la production de manga quand on est un éditeur français, tout simplement parce que quand Guillaume s'est lancé là-dedans, il n'y avait pas de modèle économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque on fait une BD traditionnelle qu'on trouve justement dans les rayons BD en dessous, on a des formats qui sont standardisés, ce qui standardiser le format et conséquemment standardiser les modes de rémunération des auteurs. Quand on fait du manga, on se retrouve sur 196 planches, voire même davantage parfois, qui ne peuvent pas être payées évidemment le même prix qu'une planche traditionnelle. C'est évident, d'autant plus que le rapport au prix du livre est inversé, c'est-à-dire qu'une BD de 46 planches, ça coûte aujourd'hui 10-12 euros. Un manga, même fait par des auteurs français, ne doit pas dépasser 7,50 €, 8 euros, sinon ça devient tout de suite trop cher. Donc imaginez la marge, pour vraiment parler d'un point de vue commercial, la marge vraiment réelle que peut se faire et l'éditeur et par extension les auteurs par rapport sur leurs œuvres. Il faut forcément qu'ils en vendent beaucoup pour avoir une marge suffisamment conséquente pour ne serait-ce que rentrer dans leurs frais. C'est même pas une question de gagner de l'argent avec, c'est rentrer dans leurs frais. Donc c'est vraiment quelque chose qui était... J'ai tenté l'aventure avec Guillaume, non pas pour l'argent, ça n'était pas la question, mais davantage parce que c'était une aventure particulièrement enthousiasmante. Il y avait effectivement, comme l'a dit Guillaume, eu des précédents avec Pika notamment. Moi, ça me tentait vraiment. Et puis en plus, raconter un neketsu de sport donc sur le handball, le format manga était particulièrement bien adapté pour ça, avec tout le jeu, si vous connaissez un tout petit peu Hand Seven, qui est, Guillaume l'a soulevé tout à l'heure, le jeu sur la représentation, par exemple, de la scolarité des élèves français, qui est forcément en contrepoint, en contraste avec ce que vous lisez très régulièrement de la vie quotidienne des élèves japonais, qui sont une matière inépuisable dans les mangas japonais. Donc, pour répondre sur l'aspect vraiment économique, c'était un vrai challenge qui a plus ou moins porté ses fruits. Je ne porte pas de jugement de valeur en disant ça, c'est simplement que comme c'est un format difficile à rentabiliser, autant pour les éditeurs que pour les auteurs, on peut comprendre que certains auteurs, dont je ne suis pas, aient pu se démobiliser ou se décourager parce que le travail investi dans 200 planches ne leur permettait pas forcément de gagner suffisamment, ne serait-ce que pour payer le loyer de leur appartement. Je confirme. Je ne fais pas, vraiment, ne voyez pas de jugement de valeur ni de reproche ou quoi que ce soit. Je ne suis absolument pas dans cette configuration. Je vous rapporte un schéma. L'autre intérêt de cette expérience, c'est que, là je parle toujours de la mienne, d'expérience, c'est qu'on a pu voir en direct, effectivement, sur les salons comme Japan Expo, comme Paris Manga, quand on allait à la rencontre des lecteurs, les réactions, parfois enthousiastes, parfois un peu dédaigneuses, parfois d'une impolitesse, d'une incorrection, ou à l'inverse, des gens absolument passionnés. Alors, dans mon cas particulier, le handball était déjà en lui-même fédérateur par rapport à ceux qui aiment le handball.
D'autant qu'il n'y avait pas de précédent, c'est-à-dire qu'il n'a jamais existé jusqu'à ma série, et je crois que depuis, il n'y en a pas eu non plus, des séries BD traditionnelles franco-belges ou manga sur le handball. Pour tout vous dire, il y en a eu une au Japon il y a 10-15 ans qui a fait deux albums et qui n'a pas été poursuivie. Donc c'était vraiment quelque chose d'inédit. On jouait un petit peu là-dessus et ça a permis d'intéresser un tout petit peu les fans de handball. Après, il y a le rapport à l'œuvre elle-même. Alors là, je vais plus parler de la question culturelle, qui est que dans le foisonnement de création qu'il y a eu au travers de Shogun et ensuite, d'ailleurs, chez d'autres éditeurs, je prends l'exemple tout bête d'Ankama qui exploite avec plus ou moins de bonheur des séries au format manga avec des séries franco-belges. Je ne parle même pas de Dofus, mais je parle vraiment de leur propre série. Il y a quand même une grande variété de styles. Si vous regardez Hand Seven, par exemple, vous verrez que, objectivement, de prime abord, c'est un mix entre une BD semi-réaliste franco-belge et du manga. Les codes narratifs sont là, mais pas forcément le style. Et il y a eu comme ça tout un éventail de séries qui sont sorties avec des niveaux très disparates, pas vraiment homogènes. Et comme l'a dit très bien Guillaume, il faut bien commencer quelque part. Et ça a été un petit peu à la fois la bonne chose pour ces auteurs-là et peut-être la mauvaise chose pour les éditeurs, c'est que pour plaire au public, quand on voit ce que fait l'ami shonen, il faut vraiment avoir un top niveau. Et qu'en plus, je mets ça entre guillemets, on prétend faire du manga et le public dit aussi bien que du manga japonais. Vous voyez le sous-entendu péjoratif qu'il peut y avoir derrière. C'est-à-dire, attendez les mecs, vous faites du manga, mais il faut que ça soit aussi bien que du manga japonais. Moi, je peux vous sortir 50 titres qui sont à côté, qui sont graphiquement infâmes et qui ont été signés parce que ce sont des auteurs japonais. Et parce qu'il fallait remplir les collections et parce que c'était beaucoup plus économique d'acheter des licences que de signer des jeunes auteurs franco-belges, espagnols, italiens, peu importe, qui veulent se lancer sur ce format-là. Toujours, ce n'est pas une question de jugement de valeur, entendons-nous bien. Hein. Moi, je vous rapporte un paysage, je vous donne des éléments par rapport à un environnement. Donc, les auteurs qui se sont lancés il y a 3-4 ans sur la collection Shogun ont essuyé les plâtres. Et ces auteurs-là ont une valeur inestimable à mes yeux aujourd'hui, c'est que ça soit un succès ou que ça soit un semi-échec, en termes de vente, en termes de poursuite de l'aventure, en termes de peu importe, on a, de mon point de vue, aux yeux des éditeurs, une vraie valeur d'expérience. Et ça fait toute la différence. C'est-à-dire qu'il y a, pour parler que de ma petite personne, il y a 1 an et demi, j'ai fait une interview pour un site internet sur la bande dessinée en parlant justement de l'élan et de cette expérience qu'il faut valoriser. Un peu en appelant les éditeurs, non pas à me faire travailler, parce que je travaille par ailleurs, mais à valoriser le savoir-faire des auteurs qu'a détecté par exemple Guillaume dans son travail d'éditeur aux Humanoïdes Associés. Je ne suis pas certain que cet appel ait été entendu, pour les raisons que je vous ai précitées, qui sont une question il n'y a pas de modèle économique, et c'est difficile, et ça prend du temps, et le temps, je disais, un lieu commun, le temps c'est de l'argent, et les éditeurs n'ont pas forcément... voilà. Ils sont branchés plus sur le numérique en ce moment, ils sont branchés plus sur peut-être casser des formats, mais en étant sur du format souple, intermédiaire, ce qu'a fini d'ailleurs par faire les Humanoïdes Associés, avec notamment le Sanctuary Redux, et d'autres séries qui sont sorties depuis. Voilà, il y a comme ça... moi, j'en tire du positif par rapport aux auteurs, sur leur expérience. Mais j'ai toujours le sentiment qu'ils ne sont pas valorisés, ils ne sont pas encouragés comme ils devraient l'être. Le dernier point que je voudrais mettre en avant, c'est que d'un point de vue, pour prendre un petit peu de distance par rapport à cette évolution, et je rejoins Guillaume là-dessus, il y a aujourd'hui, vous le savez peut-être, une volonté très forte des éditeurs japonais d'arriver sur les marchés européens et américains en direct. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les éditeurs traditionnels qui font du manga, c'est-à-dire Glénat, c'est-à-dire Kana, Pika, qui appartiennent pour certains à des grandes maisons d'édition,
risque d'être squeezé par les éditeurs japonais qui vont créer leur propre entité et vendre en direct. Donc la poule aux œufs d'or qui était de dire bon bah super, on a Naruto, on a Death Note, on a telle ou telle série, ça va One Piece, ça va dérouler, on va faire notre chiffre et tout le monde va être content. C'est en train d'être tout doucement remis en question. L'alternative à ça, la riposte, elle ne peut pas être économique puisque si les Japonais viennent en direct, nous, on ne va pas vendre au Japon, ou très très difficilement, et surtout pas du franco-belge, parce que les Japonais considèrent la BD franco-belge, je parle du grand public japonais qui en a une vague idée, comme des œuvres d'art. Et le Japon, comme vous le savez peut-être, le manga au Japon, c'est un objet de consommation. C'est pas du tout un objet d'une œuvre, quoi. C'est pas, y a, la notion de collectionneur très franco-française existe en réalité relativement peu au Japon. On a toujours l'idée de l'otaku qui a son mur tapissé de mangas, mais c'est tout sauf une généralité. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, les éditeurs sont face à cette problématique de dire il faut qu'on freine les Japonais et il faut qu'on puisse concurrencer, c'est exactement la position qu'avait Guillaume en amorce dans sa démarche il y a 4 ans, les Japonais sur leur propre terrain. Pas pour dire on va faire mieux, on va être les rois du monde, non. Juste pour dire, nous aussi, on peut proposer une alternative crédible, de qualité, avec des techniciens qui peuvent ouvrir à des échanges, à des dialogues. Je connais assez bien Jean-David Morvan qui fait un gros travail de lobbying pour rapprocher les auteurs japonais, les auteurs français, les auteurs asiatiques. Vous avez la même chose qui se passe avec Xiao Pan sur notamment Crusades, entre autres parce qu'il y a beaucoup d'exemples. Créer des passerelles créatives et un petit peu faire du transfert de compétences, de l'échange d'expériences, c'est en amorce. Et moi, ce que j'ai envie de retirer de positif de tout ça, c'est qu'il y a un dialogue inédit qui s'est créé entre l'Asie et l'Europe, et dans une moindre mesure entre l'Europe et les États-Unis, sur l'évolution de la bande dessinée. Là, je dis bande dessinée avec un grand B et un grand D, qui intègre à la fois le comics, le manga, le manhwa, la franco-belge, et tout, quoi. Voilà. Et ça, vraiment, c'est ce que je retire aujourd'hui en tant qu'analyste de ce marché, c'est que ça a créé vraiment un nouvel essor. Et Shonen est en train de montrer, comme il y a 30 ans, ça va vous rappeler des souvenirs, Jean Chalopin et son équipe avaient montré qu'on pouvait faire du dessin animé avec les Japonais. 30 ans après, on est en train de montrer doucement mais sûrement qu'on est capable peut-être et de vendre du manga au Japon et de travailler avec des Japonais. Il y a eu des précédents, je ne vais pas m'y étendre, mais voilà. Et je crois que la génération des trentenaires aujourd'hui aspire à ça très fort. Et puis il n'y a plus qu'à croiser les doigts et on en reparle dans 10 ans avec, j'espère, une table remplie d'œuvres et qui seront, j'espère aussi, vos livres de chevet. Voilà. Maintenant, on va demander à Shonen, quand on a envie de devenir auteur de manga, si des auteurs ont envie de vendre autant d'albums que toi et d'avoir ce début de carrière, on va dire, fracassant, est-ce que c'est difficile? Comment faire? Je pense que le plus intéressant, ce serait de savoir déjà si vous avez des questions. Bon, qui voudrait se lancer dans le manga? Qui aurait une question pour Shonen? Qui voudrait poser à un auteur et qui voudrait se lancer dans le manga? Oui. Combien d'heures par jour? Il n'y en a pas. Non, parce que en général, comme vous travaillez en général comme freelance, voilà, je dirais que le nombre d'heures en fait n'est pas comptabilisé. Oh, demande-lui combien d'heures de libre as-tu par jour pour dormir? Suffisamment pour dormir en tout cas. Je pense que là en ce moment je survis à 4-5 heures. Non, pas vraiment non plus. Hein. On peut pas. Je dirais que techniquement, dans la pratique, on travaille en général non-stop pendant 1h30, 2 heures. On prend une petite pause et on repart après. Mais concrètement, je dirais qu'il n'y a pas en fait d'heures de travail. Oui. Pas de formation. Autodidacte et je dirais qu'un peu de perfectionnisme, ça va aussi. Juste une observation, vous posez une très bonne question. Il existe en France des cursus, payants en l'occurrence, qui ont l'ambition de former de futurs mangaka, je mets toujours ça entre guillemets,
qui sont exactement comme Guillaume il y a 4 ans quand il s'est lancé dans Shogun, sont encore, je pense, en phase d'apprentissage et en phase d'approche. Néanmoins, c'est une tendance qui est un signe très intéressant. C'est vraiment cette idée de conceptualiser et de segmenter les processus de travail de manière à ce que des auteurs ne se retrouvent pas effectivement comme Shonen à se dire merde, 192 planches en 4 mois, comment je vais faire? Qu'il y ait comme ça une vraie approche du travail, un vrai découpage. Je ne vous apprendrai rien si je vous dis que les 3/4 des mangas qui existent aujourd'hui procèdent d'une méthode de travail extrêmement industrielle, extrêmement élaborée, avec un travail sur les angles des visages, un travail sur la simplicité des traits, un travail de rendu, c'est chronométré. On en est loin en France, heureusement, parce que sinon on n'est pas non plus des esclaves. Pas tous. On n'est pas tous non plus accrochés à notre table avec une chaîne. Il y a sans doute un modèle alternatif à trouver entre le mangaka qui ne voit jamais le jour et l'auteur de BD franco-belge qui le voit parfois peut-être beaucoup, et tant mieux. Voilà. Merci aux auteurs, merci à vous tous d'avoir assisté à cette petite conférence débat.